La conclusion telle que je vous la propose, elle va tenir en 6 points. Je fais toujours ça, comme ça permet aux gens de compter et de voir si je suis encore loin du bout. Le premier point, c'est un grand merci aux organisateurs et à ceux qui ont conçu cette journée, parce qu'elle a été bien programmée. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu plus de personnes pour y participer, vu l'effort de travail et de préparation qui a été mis en œuvre. Mais il y a beaucoup de matériaux et l'ensemble de ce matériel sera mis à disposition. Tout a été filmé, il y aura un montage et tout sera mis à disposition du plus grand nombre. Et je pense qu'il y a devoir, effectivement, de diffuser plus largement ce contenu-là. Ça, c'était le premier point. Les autres points sont plus longs, rassurez-vous, ou inquiétez-vous. Le deuxième, c'est qu'on est clairement face à un enjeu majeur. C'est un enjeu qui est venu relativement tard dans le plan, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'initialement, il y avait 8 axes dans le plan Ecophyto, et que l'axe sur la santé des utilisateurs est arrivé un peu après le bulletin de naissance d'Ecophyto. Et il n'était pas forcément très lisible, puisqu'il y avait 9 axes, et ça a rajouté un nombre d'actions pas possible, ce qui fait qu'à la fin, il y a 9 axes et 118 actions. Ce qui était un problème dans la lisibilité du plan, mais il n'en reste pas moins que cet enjeu majeur, il était là, et que tout ce qui a été montré aujourd'hui montre que quand même, en parlant, on va clairement dans le bon sens. Et ce qui a été montré aujourd'hui, et encore une fois, parce que les exposés, la programmation était très bien faite et les exposés ont été remarquables, ce qui a été montré, c'est qu'on avait à la fois à travailler sur les problématiques de toxicité aiguë et sur les problématiques de toxicité différée, mais que en aucun cas la toxicité n'était une fatalité. Et donc elle n'était pas à accepter a priori. Et donc l'ensemble de la démarche qui a été présentée aujourd'hui et les risques pour les professionnels, ça n'était pas une fatalité et on devait travailler pour que ça ne se produise plus jamais. Et que même si on sait qu'en raison justement des problématiques de toxicité différée, on va encore avoir des cancers spécifiques liés à ça, des maladies spécifiques, comme la maladie de Parkinson, dont le professeur Durif nous a parlé tout à l'heure. Le troisième point, dans ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois des dispositifs et des travaux remarquables et efficaces. Il y a des travaux de recherche dont un grand nombre ont été évoqués autour de la relation à la santé. Et puis, on a aussi des dispositifs longitudinaux qui, plus le temps passe, plus ils deviennent puissants. On a cité Fitatitude, Agrican, la petite Cosette aussi, qui est sans doute celle qui est la moins connue en fait, dans l'ensemble de ce dispositif-là. On a des connaissances qui apparaissent, les connaissances génétiques qui ont été évoquées, des méthodes nouvelles d'évaluation, donc tout ça progresse. Et la vraie question que l'on doit se poser, ou la vraie préoccupation que l'on doit se poser, en particulier par rapport aux dispositifs longitudinaux, c'est comment on les utilise au mieux pour comprendre. Et donc, qu'on passe du constat à la compréhension, en étant capable de dire pourquoi c'est comme ça. Et ce qui fait qu'il y a peut-être un élément qu'il faut que l'on ait, et un endroit où on doit réduire les distances, c'est qu'entre les personnes qui sont en responsabilité du suivi de la santé, des utilisateurs et les personnes qui conduisent les dimensions agronomie, il y a sans doute un pont à faire pour resituer les études biologiques dans un cadre agronomique. Et donc, encore une fois, de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est cette compréhension qui fournit des éléments pour l'étape d'après, qui est l'étape de l'innovation. L'innovation n'étant pas quelque chose d'aléatoire, étant quelque chose qui est construit sur la base d'un savoir et d'une mise en perspective. Et parmi les innovations, on a des innovations techniques qui ont été évoquées et d'autres sur lesquelles je reviendrai. Et puis c'est aussi, l'innovation est aussi réglementaire et d'une partie de la réglementation doit être en réponse à ce que l'on peut tirer de l'ensemble de ces dispositifs-là. Donc ça, c'était la troisième partie, et donc je rapproche de la moitié. Quatrième point que j'ai trouvé extrêmement intéressant tout au long de la journée, et c'est revenu à différents moments, c'est globalement les déterminants du regard des utilisateurs sur ces produits. Et l'exposé de Madame Marcieka ce matin était en tout point remarquable. Ça ne fait pas d'ombre aux autres, mais celui-là était en tout point remarquable. En montrant que les déterminants de la perception du risque sont très spécifiques au métier de l'agriculteur et au métier des agriculteurs, comme l'a
expliqué, et que globalement, ce que j'en retire de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la perception du risque au moment de l'utilisation n'est pas suffisante pour changer le comportement, parce qu'une partie des déterminants du comportement et donc du fait d'avoir à appliquer ces produits-là se prend à un autre moment. Et donc, globalement, au moment où il faut l'appliquer, la décision elle a été prise et donc on se retrouve à devoir exécuter quelque chose. Et d'une certaine façon, augmenter la pression anxiogène ne changera rien. On est à peu près dans la configuration du tabac, en fait, où le risque est tellement différé et qu'il n'y a pas de lien entre la perception du risque et la réalisation de l'acte. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque tant qu'on n'a pas compris le pourquoi de quelque chose, on ne peut pas le changer. D'une certaine façon, il y a des éléments qui vont peser sur nous au cours du temps pour que les choses changent, même si on n'en a pas envie. Et parmi ces éléments-là, ce qui a été évoqué aussi aujourd'hui, c'est l'évolution de l'emploi salarié. Et le fait que les structures d'exploitation changent, que l'emploi salarié évolue, d'une certaine façon, va peser sur la perception du risque et aussi l'obligation qui est faite aux employeurs de respecter un certain nombre de choses. Le troisième élément dans le déterminant, c'est le regard des autres. Et d'une certaine façon, le regard des autres, il joue dans deux sens, en fait. On n'a pas envie d'être un Marcel parce qu'on n'a pas tellement envie que le consommateur ou que le non-agricole voit ce qui se passe et nous regarde et regarde le professionnel agricole comme un zombie. Mais en même temps, le regard de l'autre, en fait, porte et met une pression sur l'utilisation des produits phytosanitaires et donc amène obligatoirement à réfléchir à ça. Et ça me conduit en fait à un élément qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, c'est tout compte fait, quelle est l'image des produits phytosanitaires. L'image des produits phytosanitaires est en train de changer, c'était évoqué tout à l'heure, un peu en train de changer au gré des transitions générationnelles. Pendant très longtemps, et c'est pour ça qu'ils ont été imaginés, le produit phytosanitaire était le synonyme de progrès. Et donc en gros, on ne peut pas, et on ne pouvait pas contester l'idée que le progrès était de fait pas acceptable. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Ce n'est plus un symbole de progrès, c'est un symbole d'autre chose. Et donc, de ce point de vue-là, le rôle de la formation est absolument essentiel, même s'ils sont en train de discuter ce qu'ils vont faire ce soir, nos chers étudiants. N'empêche que le rôle de la formation, il est central dans la capacité que l'on va avoir à évoluer sur les déterminants. Et donc, il ressort de la journée, évidemment, que la réduction de l'exposition est absolument indispensable. Alors, ce que je vais dire maintenant va peut-être choquer un certain nombre de personnes, mais tant pis. Il a été dit à un moment donné, évoqué, qu'on pouvait avoir une forme d'accord ou accepter un compromis entre la production et l'impact sur l'environnement. Et je fais moi souvent des exposés là-dessus, où effectivement, vous pouvez imaginer qu'il y a une forme de compromis, une relation, et vous cherchez à transformer une relation souvent linéaire en relation convexe. Et je dis que ça a été dit parce que il a été dit 2 fois, au moins dans la journée, qu'il faut d'abord assurer un revenu à l'exploitant. Personne ne remet en cause le fait qu'il faut assurer un revenu décent à l'exploitant, ni même qu'il faut assurer une production en quantité et en qualité suffisante pour nourrir nos concitoyens et répondre à leurs attentes. Mais si on met compromis, ça veut dire que d'une certaine façon, on accepte un compromis sur la santé humaine. La réponse, elle est non. Je pense qu'il faut être très très clair là-dessus et ne jamais utiliser ce mot-là. Ça veut dire que c'est un prérequis. Le reste est discutable, mais la santé humaine n'est pas quelque chose de discutable. Ça vous choque peut-être quand je dis ça, mais il y a eu des configurations où on a fait cela. Je vais juste vous donner un exemple, comme on a 1 minute de temps de battement. J'ai vécu il y a très longtemps en Grande-Bretagne, et pendant un temps suffisamment long, à une période où il y avait la première crise de l'ESB en Grande-Bretagne. Et il y a eu, au moment où elle est apparue, un effondrement de la consommation de viande bovine, pas au cours de la première crise, mais au cours de la seconde crise. Moi, j'étais au cours de la première, mais au cours de la deuxième, il y a eu un effondrement de la consommation. Et donc, il y avait un vrai, au moins dans l'état des connaissances à l'époque, un vrai danger sur la santé humaine, et les viandes à risque devaient normalement être retirées. Il y a une chaîne de supermarchés en Grande-Bretagne, devant l'absence de consommation,
a fait le choix de faire s'effondrer, ils ont vendu à perte des tas de viande. Et d'une certaine façon, les consommateurs ont joué le jeu en acceptant une prise de risque pour leur santé. Et je pense qu'à un moment, ça pose une vraie question, c'est comment, dans les politiques publiques, qui sont toujours des arbitrages, comment dans les politiques publiques on met une frontière qui devient une frontière intangible, en disant ça, on ne passe pas au-delà. Et il faut que nous inscrivions ça dans la façon dont nous abordons les choses. Et je pense qu'il ne faut pas transiger là-dessus, de la même façon qu'il ne faut pas utiliser des mauvais arguments de style distorsion de concurrence, risque de fraude, pour dire bon, on n'est pas obligé de faire attention à ça. Il faut y aller quand même. Ça, c'était le premier point. Excusez-moi, je suis peut-être un peu chaud sur cette question-là, mais bon. Le deuxième point, c'est ce qui a été montré et ce qui rend la solution un peu compliquée, c'est que la réduction de l'exposition, d'une certaine façon, c'est la somme d'une grande quantité de petits leviers, enfin de leviers à petits effets, à effet faible. Et donc, il n'y a pas la solution avec un grand S, il n'y a pas le grand soir, comme aurait dit Arlette Laguiller. Et donc, ça veut dire qu'il faudra travailler longtemps sur beaucoup de petits éléments. Parmi ces petits éléments, ou ces points, il y en a 4 qui ont été discutés aujourd'hui. Il y a la problématique du conseil sur laquelle on est relativement on a peu parlé, on l'a évoqué comme faisant partie de Certifito. Dans d'autres lieux et d'autres instances, il y aurait eu des débats extrêmement chauds sur le fait que dans le cadre de la loi, il n'y a pas eu de séparation entre l'acte de vente et l'acte de conseil, ce qui a fait l'objet de débats extrêmement longs et compliqués, et on fait moi-même partie de groupes de travail de préparation de cette loi. Et la raison, elle est très simple, hein, c'est le CGAER qui a fini par remporter cette décision-là, qu'il n'y ait pas de séparation entre l'acte de vente et l'acte de conseil, pour une raison très simple, c'est de dire mais où sont les compétences ? Où sont les compétences pour conseiller dans les entreprises ? Elles sont là où sont les vendeurs. Et donc, si vous devez séparer l'acte de vente et l'acte de conseil, eh bien, les entreprises vont devoir choisir qui vend, qui conseille. S'ils ont des bons vendeurs, ils vont les garder, et si c'est eux qui savent, le conseil sera fait par ceux qui ne sauront pas. Donc voilà, c'est ça l'argument qui a été utilisé. Mais il n'en reste pas moins que le conseil est un élément essentiel. Ensuite, le deuxième grand bloc, c'est les protections individuelles, bonjour Marcel, et les protections collectives et tous les équipements collectifs. 2 points par rapport à ça. Je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer l'ensemble des leviers que nous accordera demain l'agroéquipement. Il faut sans doute, et sans aucun doute, et comme le fait IRSTEA, et comme ça va être augmenté dans le cadre de la programmation publique dans les semaines à venir, suite au rapport remis par Jean-Marc Bournigal, président et directeur général d'IRSTEA, au ministre autour de la problématique de l'agroéquipement, il faut mobiliser davantage et travailler davantage avec l'agroéquipement pour avoir des solutions et qu'elles soient construites avec les besoins des agriculteurs. Et puis, on doit aussi travailler sur fournir à tout le monde des éléments d'information accrus pour avoir une bonne décision. La question qui me brûlait les lèvres tout à l'heure, quand on parlait des filtres, en fait, c'est pourquoi on ne développe pas des dosimètres dans tous les sens. Il y a eu, et il y a encore, et je ne sais pas si ce n'est pas une équipe d'IRSTEA qui travaille là-dessus, mais le développement de vêtements intelligents, dits intelligents, qui sont bourrés de capteurs, de façon à capturer et à mesurer le niveau d'exposition. Je pense qu'il faut que nous continuions à travailler là-dedans. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un travaillant dans une centrale nucléaire et n'ayant pas son dosimètre à sa blouse pour connaître en temps réel son temps d'exposition. Et quand le temps d'exposition il est passé, le niveau est dépassé, d'abord ils interviennent en général avant, et dans tous les cas, il n'a plus le droit de passer par là pendant un certain temps. Je pense qu'il faut que nous soyons inventifs sur ces trucs-là, et c'est parce qu'on poussera dans une direction que ça arrivera. Le 4e levier, c'est l'évolution des produits. Ça a été longuement discuté. L'évolution des AMM, leur révision. Le levier le plus efficace, c'est la disparition des produits. Hein. Si vous n'avez plus un produit, vous ne l'utilisez plus. Et parfois, la disparition d'un produit, c'est une source d'innovation. Ça vous surprend quand je dis ça, mais j'ai un cas présent à l'esprit. Dans mes différentes activités, je suis président d'une section CTPS, donc qui s'occupe des variétés et de la réglementation sur les semences, c'est sur la section fourragère et gazon. Et la France est le deuxième producteur au monde de semences de luzerne, puisqu'on a des conditions extrêmement favorables.
Et on a l'habitude, pour pouvoir exporter, il faut que les semences soient indemnes de nématodes des tiges. Et donc, on utilisait un merveilleux produit qui s'appelle le bromure de méthyle, d'une efficacité remarquable contre le nématode des tiges, mais alors, le manipulateur, il souffrait aussi parfois. Et donc, il a été retiré, ce produit, en 2010. Et pendant 3 ans, on a cherché désespérément à trouver un produit de substitution, ce qu'on n'a pas trouvé. Et puis, un jour, dans une entreprise française, il y a un technicien qui a levé le doigt en disant « Mais moi, je peux faire une machine où, au lieu de traiter les graines, j'enlève mécaniquement tout ce qu'il y a autour de la graine. » Et donc, ça a été mis au point, c'est breveté, et ça marche. Et donc, si le produit avait été maintenu, il n'y aurait jamais eu cette innovation-là. Le fait qu'on l'ait enlevé, il y a des gens qui se sont creusés le crâne, qui ont exploré des voies différentes, et donc on a une innovation. Et croyez-moi, ce brevet va être utilisé à l'échelle mondiale. Donc voilà, donc, de toute façon, il faut explorer des alternatives non phyto ou des produits moins dangereux. Et d'une certaine façon, globalement, en fait, notre réflexion sur Ecophyto a renforcé le lien entre usage et impact, et donc c'est bien la réduction de l'usage qui doit réduire l'impact. Et donc, comment on fait pour réduire, et c'est le dernier volet, réduire l'usage? Et bien là, il y a différents volets. C'est l'exploration de nouveaux systèmes de culture que l'on peut concevoir avec ou sans changement d'allocation des sols. De façon totalement implicite, aujourd'hui, l'ensemble des réflexions se sont faites sans changement d'allocation des sols, c'est-à-dire en continuant à produire exactement la même chose au même endroit. Et donc, comment on arrive à faire ça? Ce ne sera pas forcément des situations tenables éternellement. Et donc, il y a des moments, il faut accepter qu'il y ait une forme d'évolution. Évolution sur les façons de produire, et donc potentiellement des produits plus hétérogènes, et potentiellement des nouveaux produits. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, j'ai élargi un peu le champ à d'autres secteurs, là aussi, il faut élargir le champ de nos problématiques au secteur de l'aval. L'idée de pouvoir faire reposer l'ensemble de l'effort autour de l'exploitation agricole, même si le ministre a dit qu'il faut remettre l'exploitation au centre de la problématique, il faut faire ça, mais il ne faut surtout pas que l'aval soit en droit de faire peser sur l'exploitation l'ensemble de l'effort à faire. Ça veut dire qu'il faut desserrer les cahiers des charges. Et il ne faut pas que les professionnels agricoles en rajoutent quand il n'est pas nécessaire d'en avoir. Dans les itinéraires de culture, on aurait pu évoquer aujourd'hui, mais personne ne l'a évoqué, l'agriculture biologique, qui est aussi un mode et des systèmes de culture totalement nouveaux. On n'est pas obligé d'aller vers une reconception des systèmes, on peut chercher à réduire pas à pas des pratiques, et les certificats d'économie de produits phytosanitaires s'inscrivent là-dedans. On n'en a pas parlé ce matin, parce que Nathalie Terre avait prévu un exposé pour tenir 1 heure, et je lui ai donné que 20 minutes. Mais le certificat d'économie de produits phytosanitaires, c'est un système qui sera à utiliser par l'ensemble des points de vente de produits, et non pas une fraction d'entre eux, comme il était proposé par l'étude menée par l'inspection générale des finances qui a conduit un travail là-dessus. Donc ça sera quelque chose à déployer sur tous les sites et où, globalement, si je vous résume l'histoire assez rapidement, il faudra mettre en œuvre des pratiques dont on sait qu'elles permettent d'économiser. Et il faudra cumuler des pratiques de façon à ce qu'en 2020, on ait atteint globalement la mise en œuvre de pratiques qui permettent d'économiser 20%. Et donc, au lieu de taxer, on encourage et on reconnaît financièrement une pratique vertueuse, puisque le point de nos dûs économisés se négociera à 11 €, le tarif ayant été fixé par le ministre, sans qu'on sache pourquoi il a mis 11 €. Ça aurait pu être 12 ou 15, mais bon, il a mis 11. Alors, je suis particulièrement motivé pour travailler sur ce truc-là, puisque la valeur entre les différentes fiches et les différentes pratiques seront établies par un comité dit indépendant d'évaluation pour les certificats, pour les CEPP, et donc j'aurai la chance de présider ce comité, ce qui promet de faire blanchir encore un peu plus mes cheveux. Puisque ça va être en gros la foire d'empoigne et comment vous comparez ce que vous faites sur le blé avec la vigne, avec l'arboriculture et ainsi de suite. Mais il n'en reste pas moins que pour la première fois, par rapport à cette orientation phyto, on a un objectif, on a une mesure et un indicateur, et on reconnaît une pratique vertueuse et non pas un système de taxation.
la taxation ayant un côté un peu négatif et relativement peu efficace. Toujours parmi les leviers, et dans les voies de réduction, il y en a un certain nombre, les variétés, tout ce que vous pouvez imaginer, l'agroéquipement aussi. Et puis on a cette émergence du biocontrôle avec la mise en place au niveau national, portée par l'INRA, mais en relation avec IBMA, donc une association de l'ensemble des industriels, et avec une très très forte pression, sollicitation, enfin bon, comme savent le faire les ministres, donc du ministre de l'Agriculture, pour mettre ça en place, et qui va ouvrir une voie et un domaine absolument considérable, et qui va être une pression considérable, et donc une obligation de réussir, mais en même temps qui va être plus compliqué, parce qu'on va remplacer quelque chose qui marche à tous les coups, avec une forme d'anthropisation du milieu, par quelque chose qui ne marchera pas à tous les coups, et donc ça va être extrêmement compliqué, mais extrêmement créatif, et où on voit aujourd'hui des très très grandes entreprises qui investissent des centaines de millions d'euros dans ce domaine-là. Et donc, croyez-moi, sur le biocontrôle, ça va bouger. Le plus gros investisseur à l'échelle mondiale sur le biocontrôle est aujourd'hui Monsanto. Et puis, dernier point, mais ce n'est pas un usage, une réduction d'usage, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ce que l'on fait là-dedans, et donc de tout ce qui a été discuté aujourd'hui, soit en cohérence avec l'ensemble des éléments du plan agroécologique. Voilà, ça c'était le gros paquet, parce que je pense que c'est l'élément central auquel nous amène l'ensemble de cette journée. Et puis, pour conclure, et le dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce que nous avons discuté aujourd'hui n'est pas coupé du reste du monde. On a mentionné ce matin animal et antibiotiques et traitement des animaux. Il ne faut pas traiter le végétal en dehors de l'animal. Il ne faut pas oublier qu'il y aura des impacts à long terme et des retours de flammes qui se feront via le milieu. L'exemple le plus critique, c'est l'exemple de la chlordécone en Guadeloupe et Martinique, puisque globalement, toutes les études qui ont été faites sur l'évolution de la contamination des sols par la chlordécone, que l'on n'a quand même pas répondu pendant si longtemps que ça, hein, ça a été l'affaire de un peu moins de 2 décennies, eh ben, il va falloir un peu plus de 300 ans pour réussir à s'en débarrasser. Donc, nous ne verrons pas la Guadeloupe et la Martinique propres de notre vivant. Et donc, on aura d'autres endroits où on va avoir ce genre de situation, je ne l'espère pas, avec le côté critique. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'au-delà de la protection de la santé des utilisateurs, on a quand même toujours la préoccupation sur la présence de résidus dans l'alimentation, qui normalement sont protégés, qui de fait sont protégés par les autorisations de mise en marché, avec une toute petite inconnue, c'est les effets cocktails, dont tout le monde ignore à peu près tout sur ce qui se passe dans l'alimentation. Et sachant que ce n'est pas l'alimentation qui est la seule source d'exposition, puisqu'il se passe tout plein d'autres choses dans les maisons dans lesquelles nous vivons. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Et encore une fois, bravo à ceux qui ont organisé et merci à vous.